Le 21 avril 2022, Manchester United officialise l'arrivée du néerlandais Erik ten Hag au poste d'entraîneur du club, lui qui prendra ses fonctions après la fin de saison actuelle avec l'Ajax. Club où il a réalisé de grands travaux avec 6 trophées en 5 ans, mais il est rentré dans la légende lors de son parcours exceptionnel en Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019, ou avec un effectif de jeunes cracks comme Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, David Neres, Andre Onana, Mazraoui, ainsi que des plus expérimentés comme Blind, Tagliafico et Dusan Tadic. Il va donc être le coach de cette équipe qui va mener jusqu'en demi-finale. À ce moment-là, United est dans un petit déclin depuis le départ de sa surlégende Alex Ferguson en 2013, donc à ce moment-là, il arrive pour relancer le club et le remettre parmi les meilleures équipes au monde. Ce nouveau projet avec ce coach promettait au départ, mais ça n'aura pas vraiment duré. Le premier coup dur de son aventure mancunienne, ça va être la gestion de Cristiano Ronaldo, la plus grande légende de l'histoire du club. Cette histoire reste encore un peu floue, mais les deux sont rentrés dans une guerre un peu malsaine, où ten Hag va de moins en moins le faire jouer alors qu'il était toujours au niveau, va de moins en moins le respecter, forcément ça va exploser, et cet épisode va précipiter le départ de Ronaldo de l'Europe, se mettant une partie des fans de foot à dos. Je pense quand même que ça lui a mis un petit coup mentalement dès ses premiers mois. Mais faut le dire, sa première saison est vraiment bonne et prometteuse. Il a instauré un projet de jeu cohérent en 4-2-3-1 basé sur la possession en repartant de derrière et jouant les transitions rapides à fond. Dans l'équipe, les grands joueurs étaient présents au niveau avec une défense centrale Lisandro Martinez, Raphaël Varane solide et bien complémentaire, un Marcus Rashford exceptionnel surtout sur la deuxième partie de saison après la Coupe du Monde 2022, un Bruno Fernandes toujours aussi important et le pilier au milieu Casemiro. Après, il y aura eu quelques trucs frustrants comme les lourdes défaites face aux gros. On s'en rappelle des marquants 7-0 face à Liverpool et 6-3 face à City, le terrible flop Sancho et le manque cruel de numéro 9 aussi. En prenant en compte tout ça, United va finir 3ème de Première Ligue, se requalifiant en Ligue des Champions. Le 26 février 2023, ils remportent enfin un trophée 6 ans après le dernier du club, donc ici la Carabao Cup. Ils vont aussi aller jusqu'en finale de la FA Cup, s'inclinant contre Pep Guardiola et ses hommes, et enfin en Europa League, ils vont être décevants en étant éliminés dès les quarts de finale. Donc malgré qu'on ait essayé de le diaboliser dès ses premiers mois, ten Hag sur sa première année, il est au niveau. Mais tout va s'empirer sur sa deuxième saison parce qu'il veut commencer à perdre son vestiaire, se mettre beaucoup de joueurs à dos, le manque de régularité va leur coûter cher, le style de jeu va peu à peu perdre sa cohérence comme Alex de Castro le disait bien dans son analyse de United il y a quelques mois, il voulait être la meilleure équipe de transition, mais les choix de joueurs sont douteux, ils correspondent pas à ça, il voulait tout faire mais au final il a rien fait. De plus, il a jamais franchi le cap du très bon dans le jeu, il y a toujours eu de bonnes choses, des phases intéressantes mais jamais de l'excellence comme dans tous les plus grands clubs européens qui ont les mêmes ambitions qu'eux. Du côté des joueurs, au niveau des individualités, beaucoup vont sombrer alors qu'ils étaient excellents la saison passée, comme notre français Raphaël Varane, le leader Casemiro, Eriksen, Mason Mount, même si lui le cas est différent vu qu'il était dans un autre club à Chelsea, et enfin celui qui va plus le perdre de sa superbe, c'est Marcus Rashford. Les joueurs, ils ont un problème de mentalité, l'impression qu'ils choisissent leur match et qu'ils n'ont aucun caractère sauf quand ils sont face au mur. J'ai toujours eu l'impression qu'avec cette équipe et ses joueurs, il y avait aucune âme, ça se battait pas, ça mouillait presque jamais le maillot sauf les jeunes. Pour revenir sur Erik ten Hag, sa communication va être catastrophique, arrogante, froide et contradictoire, notamment sur le mercato et les joueurs qu'il a. À ce moment-là, il avait déjà eu 2 mercatos d'été où il aura eu les joueurs qu'il voulait, tous ceux qui demandaient sans limite de prix, mais il n'aura pas réussi à être dans la continuité de sa première saison. Très loin de là, et ses recrutements compliqués ont sombré le club dans un manque de bons joueurs. La seule chose qui va rattraper la saison, c'est de remporter la FA Cup face à Manchester City en finale. On le sait, ce trophée est l'un des plus importants en Angleterre, donc c'est super que ten Hag et ses hommes l'aient gagné, mais ça n'enlève rien au fait qu'ils auraient déjà dû partir. Sur cette saison, sa 3ème, rien va changer, tout ce que j'ai dit précédemment va continuer et va empirer. Sur les 3 matchs qu'il a joué en Europa League, il en a remporté aucun, réalisant que des matchs nuls. En Première Ligue, sur 9 matchs, il en a perdu 4, donc le changement devenait obligatoire, et le 29 octobre, Erik ten Hag s'est fait virer, un peu plus de 2 ans après son arrivée. Il laisse le club dans un piteux état en se classant 4ème de Première Ligue. Ruud van Nistelrooy va assurer un bon intérim avec 3 victoires et 1 nul en 4 matchs avant de laisser sa place à Ruben Amorim. Faut pas être hypocrite et changer son discours face aux mauvais résultats qu'il a depuis qu'il est arrivé. Ruben Amorim, c'est vraiment un bon coach prometteur qui a réalisé d'excellents travaux au Sporting en un peu plus d'1 an. Il a une faculté impressionnante à faire progresser ses jeunes joueurs et même un peu plus âgés. Il l'a fait avec Ugarte, Iheanacho, Gyökeres, Diomande, Pedro González, etc. Au niveau de son style de jeu, il est basé en 3-4-3 avec une grande importance des latéraux offensivement mais aussi défensivement. Donc un profil à la Baldé, ça serait super pertinent, même s'il manque un vrai centreur, donc faudrait peut-être privilégier ça en premier. En tout cas, il accorde une place importante à la relance courte et aux transitions rapides, même s'il joue bien en ayant la possession, ce qui est souvent le cas. Mais entre son projet de jeu et ce qu'on voit sur le terrain, l'écart est abyssal, seul le pressing est bon. Sinon, on l'a encore vu face à Fulham dimanche, il n'y a aucun mouvement et danger offensif. D'habitude, c'est quand même mieux, mais leur efficacité est cata. Avec l'effectif qu'il y a actuellement, on peut pas tirer de conclusion sur lui à l'instant T, mais il faut qu'il arrive à inverser la tendance et vite parce que ça a déjà trop
trop durer. La mentalité et le comportement des joueurs n'a pas changé. Je pense qu'il faut un gros balayage au prochain mercato d'été. Prendre des joueurs talentueux et qui vont se battre à tous les matchs en attendant jusqu'à la fin de saison. Il va falloir essayer de limiter la casse parce que ça semble impossible de grandement faire mieux avec cet effectif et l'irrégularité qu'ils ont. Ils sont bons un match sur 3 et la plupart c'est face au gros. C'est plus possible. Et Amorim est loin d'être le seul responsable et le plus grand. Après ça, je vais faire une revue de l'effectif en disant mon avis sur la plupart des joueurs du club. Comme ça, on va se faire une idée de ceux qui doivent partir, ceux qui doivent rester, ceux sur qui il faut construire le projet. Il y en a où je vais beaucoup parler, d'autres un peu moins. Vous allez voir que plus je parle, plus c'est négatif. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Bref, on commence tout de suite par André Onana. André Onana, il fait partie de ces nombreux joueurs qui jouent aujourd'hui à Manchester United et qui ont fait partie du Grand Ajax 2019 sur lequel on est déjà revenu. C'est Ten Hag qui l'a ramené. Lui aussi, il aura une carrière à demi-teinte. À l'Ajax, c'était un gardien de classe mondiale tant il était important à l'équipe comme dernier rempart. Il a écœuré plusieurs grands attaquants comme Cristiano Ronaldo. Donc avec ses super performances, on s'imaginait une carrière progressive pour lui. Mais en 2021, il va être suspendu 1 an pour dopage. Le contexte était un peu délicat car il conteste avoir fait exprès d'en prendre, mais reconnaît en avoir pris, si j'ai bien compris. Ça n'enlève rien au fait qu'il ait quand même été suspendu 1 an, ce qui va mettre un gros frein à sa carrière. En 2022, il va pouvoir reprendre les hostilités et quelques mois après son retour, c'est l'Inter Milan qui l'a récupéré. Il va faire une saison là-bas, il va retrouver un excellent niveau qui va aider les hommes d'Inzaghi à aller en finale de Ligue des Champions avant de s'incliner face à Manchester City alors qu'il l'a mérité. Vous savez mon avis sur l'Inter, c'est un club que j'apprécie beaucoup avec de super joueurs et des dirigeants qui font un énorme taf. United va donc par la suite le recruter dans le même temps que la venue de Ten Hag. On en attendait beaucoup, on attendait de lui d'avoir une importance capitale notamment à la relance courte, mais depuis son bilan avec le club est délicat car il a fait de bons matchs, de bonnes petites périodes, mais le problème c'est que c'est pas un joueur fiable sur sa ligne et au pied alors qu'il était reconnu pour ça. Donc pour moi, faut le vendre. Tu peux pas te permettre d'avoir un gardien qui te rassure pas comme ça. Lisandro Martinez, selon moi, c'est le premier joueur sur lequel il faut construire le projet. Il est encore jeune, il a seulement 26 ans et c'est d'assez loin le défenseur central le plus fiable du club et l'un des meilleurs du championnat malgré son 1m75. Il assure défensivement, il est autoritaire, il a aussi une qualité technique et de relance intéressante pour un mec de son poste. Honnêtement, Lisandro, il y a rien à dire sur lui si ce n'est que c'est un joueur sur qui il faut compter et qu'il faut garder. De Ligt, lui aussi, il a un parcours spécial et dur. À l'Ajax, il nous avait tous impressionnés par sa solidité et son leadership à seulement 19 ans. Et je pense pas me tromper en disant qu'on lui imaginait tous une grande et belle carrière dans un top club, tant son potentiel était pertinent. Il signe à la Juve en 2019, là-bas il va avoir sa chance, mais malgré de bons débuts, ça va pas durer et il va pas faire long feu car en 2021, il est vendu au Bayern Munich pour 70 millions d'euros. Son aventure en Bavière va être sensiblement la même chose, trop irrégulier, pas assez impactant pour s'imposer sur la durée et devenir un joueur important du club. Donc Manchester United va le recruter cette fois-ci et ça va être la même chose. On a l'impression qu'il a les épaules pour s'imposer, il fait quelques bonnes performances, c'est encourageant, mais malheureusement c'est comme Onana, il est pas fiable et tu peux pas te permettre de compter entièrement sur lui pour moi. Même si attention, c'est pas un mauvais joueur, il dépassera jamais le cap d'excellent dans un grand club comme il avait à l'Ajax à cause de ses récurrentes défaillances qui coûtent cher. Harry Maguire, je l'avais défendu il y a pas longtemps dans une vidéo en disant que c'était mieux et qu'il fallait arrêter de le harceler pour rien et sans cesse depuis 3 ans car il ne le mérite pas. Cependant, vous vous en doutez, c'est pas devenu Beckenbauer et il a toujours ses quelques retombées dans ses travers et je pense que pour lui, le mieux c'est qu'il change de club. Faut qu'il lâche avec Manchester United, faut qu'il change d'environnement, de coéquipier et peut-être qu'il retrouvera un niveau à la hauteur de celui qu'il avait à Leicester. Mais pour moi, avec le vécu qu'il a, ça me paraît quand même compliqué. En tout cas, Maguire, même s'il est plus cata comme à l'époque, il aurait dû être vendu depuis longtemps et c'est une anomalie qu'il soit encore là. Ça se voit qu'il a besoin de changer d'air. En plus, en sélection anglaise, il est vraiment bon par exemple. Donc faut libérer, ça apporterait à tout le monde. Lenny Yoro, on connaît tous son talent, ce qu'il peut apporter à long terme, son très bon potentiel, mais il y a deux choses qu'il faut faire avec lui. Premièrement, c'est le libérer de ses blessures, faire une Dembélé au PSG parce qu'il faut pas qu'il y ait d'autres blessures comme il a eu, qui a totalement cassé sa dynamique dès son premier match avec le club. Et deuxièmement, je suis pas sûr que de le mettre titulaire indiscutable dans une défense plutôt fébrile avec une équipe malade à tous les matchs, ça soit la meilleure chose pour lui. Après, faut voir, mais faut être patient avec lui, pas trop lui en demander et pas trop le faire jouer direct le temps qu'il s'adapte et surtout qu'il progresse pour devenir un titulaire indiscutable et un pilier de cette équipe. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite et il en a talent pour, donc faut travailler et patienter. Après, dans une équipe comme Chelsea par exemple, je dirais pas non. Le temps que le club retrouve de la stabilité et qu'un jeune comme lui qui a besoin d'être dans un environnement sain le soit. Johnny Evans, faut le remercier pour service rendu car autant en dehors et sur le terrain à 38 ans, il a été irréprochable, mais malgré tout le bien qu'il a apporté, d'avoir bientôt un quarantenaire dans son rang qui va pas t'apporter à la longue, ni plus vraiment sur le présent, même si je cracherai jamais sur son niveau, car c'est bien l'un des seuls qui était satisfaisant, mais vous avez compris ce que je veux dire par le vendre. Lindelof, je suis pas sûr d'avoir besoin de faire une synthèse sur lui. Comment en 2025 il est encore au club, certes il est dans la rotation, mais il faut plus évidemment, il a pas le niveau. Diogo Dalot, c'est un bon joueur qui a toujours rendu de bons services à
Manchester United depuis quelques années en étant quand même assez régulier et trimballé à droite et à gauche, mais ça n'enlève rien au fait que ça reste un joueur limité qui sera jamais excellent offensivement et excellent défensivement, déjà qu'il a pas une concentration de dingue. Quand je parle de lui, on a l'impression que c'est un mauvais joueur, mais non. Juste, je suis pas sûr qu'il ait les épaules pour être titulaire à Manchester. Et en plus, avec son manque de pertinence offensivement sous Amorim, il a pas le profil pour. Par contre, dans la rotation, je le prends largement. Luke Shaw connaît tous son talent, mais c'est plus possible d'être autant blessé. Pour lui, je sais pas ce qu'il faut faire parce que d'un côté, il peut beaucoup t'apporter, mais il est jamais là et il possède un gros salaire. À voir pour ce cas-là, pour moi, le mieux, ça serait de le vendre, mais si tu perds en qualité, ça sert à rien. Après, attention, le prochain joueur dont on va parler, qui est déjà au club, pourrait être intéressant à la place de Shaw. C'était RL Malacia, il m'avait tapé dans l'œil au Feyenoord, mais depuis, il a été recruté par United et il a malheureusement subi une énorme blessure d'1 an et demi. Il est revenu fin novembre et maintenant, faut voir le niveau qu'il va avoir et sa continuité. Pour moi, s'il répond présent, c'est une option de le garder, mais dans l'objectif d'acheter un latéral piston gauche titulaire, comme je l'ai dit, il faudra se séparer soit de Shaw ou de Malacia, je pense. Le cas est complexe en tout cas. Nussair Mazraoui fait partie des joueurs qui méritent les applaudissements et qui sont au niveau à tous les matchs. Mazraoui, c'est un latéral régulier qui est bon défensivement, encore meilleur techniquement et offensivement. L'international marocain a largement pris en niveau depuis son arrivée à United et c'est aujourd'hui peut-être l'un des meilleurs, en tout cas l'un des plus fiables à son poste d'Europe. Donc faut absolument le garder et le laisser titulaire. Il est trop fort ce bon vieux. Casemiro, il m'avait largement impressionné sur sa première saison au club car il avait une facilité d'adaptation admirable au championnat anglais. Après des années au Real Madrid, il était l'une des pièces maîtresses du Ten Hag de la première saison, mais depuis quelques temps c'est devenu catastrophique malheureusement. À seulement bientôt 32 ans, il a déjà plus de niveau pour être titulaire. Vu son gros salaire avec 18 millions d'euros par an, le plus gros du club, et ce qu'il fait sur le terrain, faut le vendre au plus vite. Mais respect à ce grand joueur qui a été Casemiro. Pour Kobe Mainoo, c'est contrat à vie tellement le jeune anglais de 19 ans est fort. Pour l'anecdote, j'avais regardé le match pour sa première apparition en pro et depuis il a fait du tout droit sans arrêt pour devenir l'un des milieux de terrain le plus prometteur et déjà actuellement parmi les meilleurs à son poste. Pas le meilleur, mais dans le top 10 à l'aise. Il t'apporte tellement avec sa polyvalence dans ses qualités, il t'apporte défensivement au pressing et à la récupération avec son impact physique impressionnant et avec le ballon techniquement c'est très bon, surtout quand il s'agit de dribbler ou de passer. Mainoo c'est titulaire indiscutable, encore aujourd'hui avec Amad, Alejandro, Bruno et Lisandro, c'est l'un des seuls au niveau depuis un an dès son si jeune âge. Avec la progression ça peut devenir un milieu encore plus fort et qu'est-ce que ça va être quand ça sera le cas. Malgré son arrêt cardiaque pendant l'Euro 2021, Eriksen était revenu à la compétition avec Brentford avant que Manchester lui donne sa chance. Son histoire avec ce maillot rouge va durer entre guillemets qu'une saison, sa première, car après il va beaucoup moins jouer, mais sa première saison, il y a rien à dire, il était top. Il formait un super duo avec Casemiro. Les deux, c'est des vrais joueurs de football avec un réel talent qu'on a vu tout au long de leur carrière. Dans ce double pivot, Casemiro récupéré et Eriksen passé. Une vraie entente sur le terrain s'était formée entre les deux et ils étaient super complémentaires. Malheureusement, leur niveau dans le même temps que leur temps de jeu vont baisser, donc on n'aura plus jamais vraiment vu ce duo à leur meilleur niveau à la baguette après la saison 2022-2023. Bruno Fernandes, c'est le joueur le plus régulier à Manchester depuis 2021. Il marque beaucoup, il fait beaucoup de passes D, donc il est pas mal décisif dans ses stats. Ce que je veux mettre le plus en avant du côté du capitaine des Red Devils, c'est son intelligence de jeu. Ça ressort vite quand on le voit jouer, il sent le jeu. Il a une qualité de passe incroyable, autant en première intention qu'en deuxième, autant au sol qu'en l'air. Bref, vous savez très bien qu'il est dans le haut du panier. Et après, on pourrait parler de sa technique, de sa frappe, de son implication défensive ou encore de sa polyvalence. Bruno, évidemment qu'on garde, en plus il est encore au niveau et il remonte celui de l'équipe à bien des occasions. Sa régularité aussi est importante dans mon choix. Manuel Ugarte, on le garde. Ruben Amorim, comme je l'avais dit, l'a entraîné et l'a bien fait progresser au Sporting, donc il connaît le joueur et il rentre dans sa tactique. On a vu que quand il le veut, il peut être excellent comme face à Liverpool il y a quelques semaines, mais faut augmenter en régularité. Sur l'impact physique, la quantité de récupération et la grinta, c'est quelqu'un qui peut beaucoup t'apporter. Mason Mount version 2021 où il fait gagner la Ligue des Champions à Chelsea, c'était trop joueur, mi-milieu offensif, mi-attaquant, il apportait beaucoup par ses dribbles, sa technique et sa capacité à être décisif. Malheureusement, il va sombrer sur sa dernière saison à Chelsea où son niveau va nettement baisser. United va quand même payer le prix fort en déboursant plus de 60 millions d'euros, mais depuis un an et demi, les blessures l'ont encore plus plombé, ce qui donne aujourd'hui un joueur où sa cote a grandement baissé. Quand il était à son prime, à son meilleur niveau, Marcus Rashford était parmi les meilleurs ailiers du monde à son poste et sûrement l'un des plus prometteurs. Il aura explosé en 2019 avant d'avoir un trou noir à partir de l'Euro 2021 avec toutes ses insultes racistes et une blessure, mais il va être de retour pour possiblement les meilleurs mois de sa carrière à partir de la Coupe du Monde 2022 au
Qatar, il va être excellent avant de réaliser une deuxième partie de saison de classe mondiale avec 30 buts au total cette saison-ci. Malheureusement, depuis plus d'un an, il est invisible dans les matchs, il apporte plus rien, carrément il est actuellement écarté du groupe par Amorim à cause d'un manque d'implication. Lui aussi, faut qu'il change d'air, il aura apporté énormément au Red Devils depuis 2018 en tenant parfois le club à lui tout seul, mais aujourd'hui, il a sûrement la tête ailleurs et ses performances ne sont plus bonnes. À part quelques buts dans le jeu, c'est inquiétant. Je remets pas du tout en cause son talent, mais faut qu'il parte pour se relancer et c'est tout ce que je lui souhaite. Ça parle actuellement d'un prêt au Barça, pourquoi pas, mais il va jamais être fichu là-bas. Alejandro Garnacho n'a que 20 ans mais a déjà montré d'excellentes choses. L'ailier gauche argentais est un dribbleur avec une grosse activité qui provoque sur son côté et qui revient souvent dans l'axe. Ce qui fait que c'est un joueur différent, c'est déjà sa grosse maturité sur ses frappes, son plus beau but et celui qui le montre le plus, c'est évidemment sa retournette acrobatique la saison dernière extraordinaire et aussi ses nombreux enroulés petits filets au lucarne opposé. Il doit encore bien progresser, notamment dans l'élimination et dans ses stats, mais ce qui est sûr avec lui, c'est que le talent et le potentiel est présent. Perso, hâte de le voir en progression dans un environnement plus sain. Là, on passe sur sûrement le meilleur joueur de la saison à Manchester United, celui qui a eu le plus d'importance dans ces fameux moments de crise. J'ai parlé d'un manque impressionnant de mouvements offensifs, mais Ahmad, c'est bien le seul qui en apporte, en plus de beaucoup être décisif dans le jeu et surtout dans les moments importants, comme face au Powerhawk, où il marque les 2 seuls buts face à Manchester City, où il est le joueur qui provoque le penalty pour l'égalisation et le buteur pour la victoire à la dernière minute. Face à Liverpool, il permet à United de revenir à 2-2 et pas concéder une énième défaite. Et enfin face à Southampton, où il marque un triplé pour une victoire 3-1. Ça fait longtemps qu'il attendait d'avoir vraiment sa chance et c'est avec le niveau cata de Marcus Rashford qu'on a déjà évoqué qu'il va pouvoir bénéficier de temps de jeu et s'imposer. Diallo, je le vois comme un ailier efficace qui apporte toujours du danger, il est toujours en mouvement en dribblant et revenant le plus souvent à l'intérieur avec souvent un but et une passe D à la fin. D'ailleurs pour l'instant il est à 16 GA cette saison. Pas besoin d'argumenter pourquoi il doit rester même contre une offre importante. Sans lui, il serait beaucoup plus loin dans leur crise et ce, négativement. À 21 ans, Rasmus Højlund est pour l'instant installé à Manchester United. C'est un numéro 9 avec une finition digne de son poste. Physiquement, il est intéressant tout comme dos au but malgré une technicité pas folle. Après, c'est vrai qu'il est pas au niveau auquel on l'attendait quand il est arrivé, en grande partie cette saison, notamment à cause des 75 millions d'euros investis par les dirigeants mancuniens, sauf en Europa League où il est déjà à 5 buts. Moi, je reste persuadé qu'il a un bon potentiel et qu'il sera un grand joueur, mais pour l'instant, il a besoin de temps, de progresser et d'apprendre, mais je pense pas qu'il faut s'en séparer définitivement. Joshua Zirkzee, il est beaucoup critiqué, mais pour autant, lui aussi, c'est loin d'être un mauvais joueur. Il a de vraies qualités et un profil pertinent pour son poste, notamment techniquement, où il est super intéressant. Quand il est arrivé, il avait fait des débuts rêvés avec un premier but dès sa première entrée, mais après, ça s'est pas mal ralenti avec un temps de jeu réduit et un niveau de performance pas ouf. Mais peut-être que United, c'est une marche un peu trop haute. De passer de Bologne aux Red Devils, c'était peut-être pas une bonne idée, un peu prématuré, mais bon, je le défendrai toujours contre ceux qui remettent en question les qualités du joueur. Si un gros neuf arrive par contre dans l'optique de garder Højlund dans la rotation, sa vente serait inévitable pour son bien et